Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, au seuil de la nouvelle année, le corps diplomatique a l'honneur de vous présenter, Monsieur le ministre, et à travers vous, à Monsieur le Président de la République, ses vœux de prospérité dans une situation générale riche de défis à relever. Tout au long de l'année qui vient de s'achever, nous avons suivi avec admiration et soutenu votre engagement indéfectible dans le champ diplomatique, lequel est rendu toujours plus nécessaire par l'agenda international frénétique de cette période particulièrement délicate. À l'échelle mondiale, ainsi qu'en France d'ailleurs, ce n'est pas l'année la plus paisible et constructive que nous ayons pu connaître. Plusieurs peuples ont traversé des moments terribles et on pourrait ici évoquer nombre de régions de notre planète, non sans risquer d'en oublier qui soient concernées par ce constat. Au moment même de cet échange de vœux, le ton est tout aussi grave. L'enjeu pour tous les hommes est de faire face à cette situation sans céder à la panique, la peur ou la colère. Nous ne pensons pas que l'alarmisme puisse être profitable. Au cours de l'année écoulée, des initiatives ont certes été prises pour désamorcer des conflits et ramener la paix entre les belligérants au Proche-Orient, en Afrique, en Asie. L'incertitude demeure, hélas, quant au pourparlers de cesser le feu à l'est de l'Europe. Il est même devenu courant en Europe de parler de guerre et de préparation à une confrontation armée. La tâche de la diplomatie est de baliser patiemment le chemin du dialogue et de la raison. Nous entendons travailler en ce sens sans jamais céder à l'irrationnel. Dans le contexte international, nous observons que le monde va vers un ordre qui semble reposer plutôt sur le bilatéralisme, les intérêts stratégiques et économiques, ainsi que sur la loi du plus fort, et ce, au détriment des règles du droit international. Or, c'est bien le droit, et non la volonté du plus fort, qui est en mesure d'assurer au peuple des conditions de coopération et de paix durables. Nous devons dès lors rester attentifs au changement de paradigme qui s'annonce dans l'ordre du monde afin d'assurer au plus juste la mission qui est la nôtre. La politique de la France a toujours cherché le renforcement de l'Union européenne dans le jeu diplomatique mondial. Le président de la République n'a cessé d'agir en ce sens, allant jusqu'à parler d'une souveraineté européenne à définir et à consolider. Et dans ce sens, le chef de l'État a multiplié les contacts tant internationaux et humanitaires, tant au niveau des grandes puissances que de belligérants, pour faire triompher les droits internationaux et humanitaires. Après le départ des forces françaises du Sahel, la France a relancé ses offres de coopération avec des pays africains. Sur une autre question, on a vu à quel point il était difficile de satisfaire les intérêts de l'agriculture française, en concurrence avec des économies soumises à des normes environnementales moins contraignantes. Sur le plan intérieur, enfin, les temps ont été rudes pour le gouvernement français, à la recherche d'une majorité parlementaire. L'instabilité gouvernementale a surpris et invite la France, comme la plupart des démocraties, à s'engager dans une culture d'alliance et de compromis.
Comme d'autres pays, la France s'est engagée dans la lutte contre le narcotrafic et ses ramifications dans la société. Ce phénomène, ajouté à celui de la montée de la criminalité juvénile et à la persistance des menaces terroristes, oblige à repenser la sécurité à laquelle les citoyens sont prioritairement attachés. La stabilité de la France est un gage de stabilité de l'Europe et une contribution décisive à la cause du multilatéralisme que votre pays a toujours soutenu. Nous souhaitons que la nouvelle année voie prospérer votre pays et son rôle dans le concert des nations. C'est le souhait que nous formulons, tout particulièrement pour vous, Monsieur le ministre, qui portez cet engagement dans le monde et pour le peuple français. Merci. Madame la ministre, chère Éléonore Carrois, Monsieur le ministre, cher Benjamin Haddad, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, soyez les bienvenus au Quai d'Orsay, où j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à l'orée de cette nouvelle année. C'est dans ces murs, à quelques mètres de nous, dans le salon des ambassadeurs, qu'il y a 170 ans, le 30 mars 1856, fut signé le traité de Paris. Il mit fin à la guerre de Crimée entre la Russie d'une part et la France, le Royaume-Uni, l'Empire ottoman et le Royaume de Sardaigne d'autre part. Le Congrès de Paris, qui permit d'aboutir à ce traité, resta dans l'histoire comme un véritable printemps des diplomates. Napoléon III était parvenu à freiner les velléités d'expansion de la Russie dans la mer Noire sans pour autant humilier le tsar Alexandre II. Les négociateurs avaient réussi à s'extraire des questions techniques et ponctuelles, telles que les tribus de guerre, pour établir un nouvel équilibre de sécurité sur le continent européen. Puisse cet esprit de Paris nous encourager à bâtir ensemble un nouveau printemps des diplomates. Nous en aurons bien besoin, Monsieur le Nonce, tout au long de cette année 2026, qui n'a commencé qu'il y a 21 ou 22 jours et qui a déjà été particulièrement chargée. C'est aussi dans ces murs que fut signé il y a 75 ans, bientôt 76, le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le 18 avril 1951. Autour de la table, la Belgique, la France, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il établit une assemblée parlementaire ainsi qu'une haute autorité dotée de pouvoirs supranationaux. Ainsi fut concrétisé le projet visionnaire de Jean Monnet et Robert Schuman, dont l'ambition fut partagée par leurs homologues européens, au premier rang desquels le chancelier Konrad Adenauer. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne, avait déclaré Robert Schuman quelques mois plus tôt. Elle changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes, dont elles ont été les plus constantes victimes. Cet acte fondateur nous rappelle que la prospérité passe par la paix, les échanges commerciaux et la coopération économique. Et au moment où se réveillent les guerres commerciales, les États et les peuples sortent toujours perdants. C'est pourquoi il est de notre responsabilité ici en Europe de relancer cet élan fondateur. Relançons le moteur de l'Europe. Profitons de cet anniversaire de la naissance de la CECA pour jeter les fondations d'une mise en commun de notre puissance de calcul, de nos talents, de nos données à l'ère de l'intelligence artificielle et du quantique. Faisons du numérique le charbon et l'acier de demain au service de l'Europe, de son renforcement et de sa prospérité. L'année qui s'ouvre sera porteuse de nombreux symboles. Nous fêterons le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis d'Amérique qui
nous rappellera le rôle joué par la France aux côtés des insurgés américains. Ce fut le marquis de Lafayette qui devint le héros des deux mondes, qui tissa des liens étroits avec George Washington et Thomas Jefferson, lequel rédigeait alors la Déclaration d'indépendance, dont les premiers mots résonnent encore. « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La liberté et le bonheur seront toujours des idées neuves et nous serons toujours du côté de leurs défenseurs. » Il y a 80 ans, le 5 mars 1946, c'est Winston Churchill qui prononçait à l'université de Fulton un discours qui fit date, dans lequel il nommait clairement les choses. De Stettin sur la Baltique à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Face à la menace des régimes autoritaires, le monde démocratique libre devait s'organiser. Par un clin d'œil de l'histoire, nous célébrerons aussi en 2026 les 35 ans de la dissolution de l'Union soviétique. Un effondrement politique sans défaite militaire, la fin d'un régime fondé sur la négation des libertés individuelles, la fin du face-à-face structurant entre deux blocs que certains interprétèrent à tort comme la victoire définitive du modèle occidental. L'illusion d'un monde enfin pacifié par le droit, le marché et la démocratie s'installa dans les esprits. Avec une assurance qui confinait parfois à l'arrogance, on célébra la fin de l'histoire alors qu'on assistait en réalité au début d'une nouvelle ère. 2026 marquera également le 25e anniversaire des attentats tragiques du 11 septembre, la fin de l'hyperpuissance américaine et l'entrée brutale dans l'ère du terrorisme global. Au lendemain de cette attaque terroriste sans précédent, l'éditorialiste Jean-Marie Colombani avait écrit dans les colonnes du quotidien Le Monde « Nous sommes tous américains ». Dans ce moment tragique où les mots paraissent si pauvres pour dire le choc que l'on ressent, la première chose qui vient à l'esprit est celle-ci. Nous sommes tous américains. Nous sommes tous new-yorkais, aussi sûrement que John Kennedy se déclarait en 1963 à Berlin, berlinois. Dans les tragédies comme face aux guerres, il existe une solidarité humaine inébranlable, manifestation de l'élan fraternel des peuples. La communauté diplomatique que vous représentez l'incarne mieux que quiconque. Car oui, mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, vous appartenez à une communauté singulière, la communauté diplomatique. Une communauté qui ne renonce jamais. Instruite par l'histoire, elle sait combien le fil ténu de la paix est précieux. Communauté pétrie de lucidité et d'humilité. La lucidité, c'est celle de l'ambassadeur d'Allemagne, von Lichnowsky, en poste à Londres en 1914, qui multiplie les démarches pour alerter sa capitale, mais aussi le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Edward Grey. Il écrit, insiste, argumente pour arrêter l'Europe somnambule qui marche vers la guerre. Il dira d'ailleurs que la guerre aurait pu être évitée si la diplomatie n'avait pas été court-circuitée par la mécanique funeste des alliances. La solidarité, c'est celle que l'on ressent dans les cafés de Vienne au milieu des années 50. Entre les deux blocs de la guerre froide, ils accueillent aussi bien des diplomates occidentaux que des représentants du pacte de Varsovie. Ces conversations informelles jouent un rôle important lors des crises de Berlin ou des débats sur les armements conventionnels et nucléaires en Europe centrale. Elles permettent de tester des intentions, de clarifier des lignes rouges, d'éviter des malentendus dangereux. La diplomatie se renforce dans la confiance et l'intuition personnelle des membres du corps diplomatique. Ils sont des capteurs autant que des acteurs. L'humilité, enfin, c'est celle de l'ambassadeur de France à Bonn, François Seydoux, qui déclare en juin 1960 avec humour « La relation franco-allemande se porte si bien que l'on pourrait se demander à quoi sert d'avoir des ambassadeurs à Bonn et à Paris. » La formule amuse, mais elle dit une vérité profonde. Si la relation franco-allemande fonctionne si bien après 2 guerres mondiales sur le continent européen, c'est précisément parce que des générations de diplomates des 2 côtés du Rhin ont patiemment bâti des habitudes de confiance, appris à se parler sans dramatiser chaque désaccord, désamorcer les malentendus pour qu'ils ne dégénèrent pas en crise politique. Et avant tout accord, tout traité,
il y a un travail invisible de chancellerie, un labeur consciencieux qui souvent doit beaucoup aux relations humaines entre diplomates. Cette cohésion du corps diplomatique dépasse les clivages nationaux et la défense des intérêts des États, et nous continuerons à la cultiver ici, à Paris, où nous sommes si heureux et honorés de vous accueillir en 2026. Et la diplomatie française, quant à elle, continuera également, comme elle l'a fait en 2025, à jouer de ces 3 cartes maîtresses, de ces atouts maîtres, une voix singulière, une diplomatie créative, un ministère au service des Françaises et des Français. Je ne reviendrai pas sur les succès que nous avons obtenus et que j'ai rappelés devant les ambassadrices et les ambassadeurs français réunis en conférence il y a quelques jours. La libération d'une dizaine de nos compatriotes retenus en otage ou détenus arbitrairement à l'étranger. L'initiative qui a abouti à la reconnaissance de l'État de Palestine et qui a permis de réouvrir le chemin vers la paix au Proche-Orient. La plus grande manifestation jamais organisée pour la préservation des océans, accueillie à Nice et qui a permis la ratification et l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer. L'année écoulée a été riche et je veux vous remercier de vous être fait les relais des initiatives nombreuses que nous avons portées. L'année a été riche, mais tant de chantiers sont encore devant nous. Au Venezuela, en Arctique, en Iran, en Afrique, sur le flanc oriental de l'Europe et dans le champ informationnel. Dans le cadre de la présidence française du G7, nous nous emparerons de la question des grands déséquilibres mondiaux et de leur résolution. Surproduction chinoise, sous-investissement européen, surendettement américain et sous-développement des pays les moins avancés, par un diagnostic partagé et des politiques coordonnées, nous rechercherons un nouvel équilibre soutenable pour tous. Sur chacun de ces dossiers et sur bien d'autres, je pense en particulier pour les ambassadrices et ambassadeurs du continent africain au sommet Africa Forward qui se tiendra les 11 et 12 mai à Nairobi, sur lesquels nous allons, avec les ministres du Quai d'Orsay, nous mobiliser, et qui sera un moment fort de manifestation de la relation renouvelée de la France et de l'Europe avec le continent africain. Sur tous ces dossiers, je le disais, et sur bien d'autres, la France sera à l'initiative afin de poursuivre nos efforts engagés au service de la paix. Monseigneur, Monsieur le Nonce, vous avez évoqué la situation intérieure de la France, disant que la stabilité de l'Europe dépend de la stabilité de la France. Et c'est vrai, je ne vous contredirai pas sur ce point. Comme bien d'autres démocraties éprouvées par le temps, la France est confrontée à des phénomènes de fatigue démocratique qui sont amplifiés par l'immiscion dans nos vies quotidiennes des réseaux sociaux qui antagonisent, qui segmentent, qui fragmentent nos sociétés, des sociétés qui sont d'ailleurs touchées par un doute lié à la progression de l'individualisme qui ronge les liens de solidarité. Et cette usure dévorante, pour reprendre les mots que Léon XIII pointait déjà dans son encyclique Rerum Novarum, cette usure dévorante est un véritable défi pour la société française comme pour bien des sociétés occidentales. Ce matin, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est exprimé sur les blocages politiques qui ont retardé l'adoption du budget de l'État. Permettez-moi de le citer devant vous. Rien de ce qui s'est passé ces derniers mois n'a été inutile. Nous avons appris, nous avons éprouvé nos institutions, nous avons vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Nous avons vu qui, lucidement, prenait au sérieux le contexte international actuel et qui n'en tirait aucune conclusion pour le pays. Un avant et un après s'ouvrent aujourd'hui. Oui, la période qui s'ouvre est porteuse d'espérance, mais on ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité et au prix de grands efforts, écrivait Bernanos. Alors, il nous faut être prêts à de grands efforts pour relever les défis que nous avons devant nous, ici en France, pour nous-mêmes et pour l'Europe, et dans chacun de vos pays respectifs, au moment où l'ordre international est de toute évidence bouleversé. Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, dans cette entreprise, nous pouvons compter sur notre communauté diplomatique qui se distingue par son amour du dialogue, sa capacité à nouer des partenariats, par son dévouement au service d'une cause plus
plus grande qu'elle-même. Et en disant cela, je veux avoir une pensée pour tous les diplomates qui œuvrent nuit et jour dans des pays en crise, en guerre, parfois au péril de leur sécurité ou de leur vie. Ils forcent notre admiration et notre respect, ils nous obligent. Alors que pour vous toutes et tous, soit plus que jamais une année au service de la stabilité et de la paix, et qu'à titre personnel, pour vous-même et pour vos proches, qu'elle offre la santé pour avancer, le bonheur pour aimer, le succès pour accomplir ensemble de grandes choses. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et tous.